Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Pour ceux qui découvrent ce podcast aujourd'hui, je m'appelle Kevin Dumont, je suis préparateur physique, diététicien, maître nageur et enseignant à l'université. J'ai créé ce podcast dans une idée de partage des connaissances autour du sport, de la nutrition et de la santé. J'ai choisi de vous faire une série d'épisodes sur l'histologie, qui est la science qui étudie les différents tissus qui nous composent. Parce que, comme j'essaie de l'expliquer à mes élèves, il faut comprendre que le corps humain n'est pas initialement programmé pour produire de la performance sportive. Le corps, comme tout organisme, a pour fonction principale de survivre. Pour survivre, il dispose d'une capacité d'adaptation à son environnement. Il subit donc des stress, qu'ils soient d'ordre mécanique, métabolique ou autre, et en réponse à ces stress, il s'adapte, de manière à réduire l'ampleur du stress subi. Faire de l'entraînement sportif, ou de la préparation physique, c'est construire une méthodologie de planification des stress que l'on doit faire subir au corps afin d'obtenir les adaptations souhaitées dans un temps donné. Sauf que pour comprendre le fonctionnement des méthodes d'entraînement, il faut déjà comprendre l'impact que cela va avoir sur le corps, et pour ça, il faut au moins connaître les différents tissus qui nous composent et savoir comment ils fonctionnent. Notre corps se compose de plusieurs niveaux d'organisation. Tout d'abord, différents systèmes, circulatoires, musculo-tendineux, respiratoires, digestifs, nerveux, etc. À plus petite échelle, nous avons des organes, comme le cœur, le foie, les reins, les gonades, le pancréas et bien d'autres. Et en zoomant encore, on retrouve différents tissus, épithéliaux, conjonctifs, nerveux et musculaires. Dans mon précédent épisode, je vous ai parlé des constituants de l'unité de base de tout organisme vivant, à savoir la cellule, et je vous invite à l'écouter avant cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des tissus épithéliaux, puis on va approfondir un petit peu sur le système endocrinien. Qu'est-ce qu'un tissu épithélial ? C'est une question simple, mais la réponse peut vite devenir imbuvable. C'est la raison pour laquelle je vais squeezer volontairement les notions qui ne sont pas indispensables à la compréhension globale, parce qu'il ne s'agit pas d'un cours exhaustif de médecine. Il existe deux formes de tissus épithéliaux. Nous avons d'un côté les épithéliums de revêtement, qui ont pour fonction principale la protection et l'absorption. On y retrouve entre autres la peau, les muqueuses, le tube digestif, les voies respiratoires, l'endocarde qui entoure notre cœur et l'endothélium qui entoure nos vaisseaux sanguins, artères et veines. De l'autre côté, nous avons les épithéliums glandulaires, comme son nom l'indique, qui constituent nos glandes et a une fonction principale de sécrétion. Toutes nos glandes, thyroïdiennes, surrénales, pancréatiques, etc., sont constituées de tissu épithélial glandulaire. Donc, dans les tissus épithéliaux, nous retrouvons les épithéliums de revêtement, qui permettent protection et absorption, et les épithéliums glandulaires, qui permettent les sécrétions. Commençons par le tissu épithélial de revêtement. Il correspond à un ensemble de cellules qui sont liées entre elles via des jonctions serrées ou communicantes, des desmosomes ou hémidesmosomes. Ne retenez pas ces termes, il faut juste savoir que ces jonctions se trouvent dans la membrane de nos cellules et vont permettre l'étanchéité entre deux cellules, ou bien le passage d'ions et de nutriments entre les cellules, ou encore d'ancrer la cellule sur une lame basale. Il faut savoir que le tissu épithélial de revêtement n'est pas irrigué, c'est-à-dire qu'il n'est pas alimenté par des vaisseaux sanguins. C'est la raison pour laquelle il repose sur une lame basale faisant partie du tissu conjonctif qui, lui, est vascularisé. Si nous prenons l'exemple de la peau, tout le monde s'est déjà légèrement coupé. Et vous voyez bien que ce n'est pas votre peau qui saigne, mais le tissu conjonctif qui est en dessous. L'épithélium de revêtement sert donc de protection envers le milieu extérieur, mais aussi d'absorption. On peut prendre l'exemple de l'intestin, qui permet l'assimilation des nutriments suite à la digestion. Voilà les éléments principaux à connaître concernant l'épithélium de revêtement. On pourrait rajouter que les cellules qui le composent peuvent être de différentes formes, soit pavimenteux, c'est-à-dire des cellules aplaties qui sont plus larges que hautes,
ou à l'inverse prismatique, avec des cellules plus hautes que larges, ou alors tout simplement cubique. Ce tissu épithélial de revêtement peut être simple, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une couche de cellules, ou bien stratifié, donc avec plusieurs couches de cellules. Pour revenir sur l'exemple de la peau, il vous est déjà arrivé de peler, et c'est un bon moyen de se rendre compte que nous avons plusieurs couches de cellules. La peau étant un épithélium de revêtement pluristratifié, composé d'une couche basale de cellules de forme cubique, superposée de plusieurs couches de cellules aplaties, dites pavimenteuses. Voilà pour l'épithélium de revêtement. Passons maintenant à l'épithélium glandulaire. On a dit qu'il servait principalement à produire des sécrétions. Et là, tous les passionnés ont déjà entendu parler des termes exocrine ou endocrine. Exocrine signifie que le produit de sécrétion est déversé directement dans une cavité ou une lumière, donc pour faire simple, à l'extérieur du corps ou dans notre tube digestif. Et endocrine signifie que le produit de sécrétion est directement versé dans le sang pour être transporté vers des cellules cibles, sachant que les sécrétions endocrines sont toujours des hormones. Et vous avez déjà sûrement entendu parler des glandes mixtes ou amphicrines, comme par exemple le pancréas, qui produit à la fois des sécrétions endocrines, avec l'insuline et le glucagon, et des sécrétions exocrines, avec les sucs pancréatiques pour la digestion. Les glandes exocrines vont permettre la sécrétion de deux formes de produits, soit des sécrétions de nature protéique, par l'intermédiaire de cellules séreuses, qui vont permettre de synthétiser et libérer des protéines enzymatiques, ou alors des sécrétions de nature muqueuse, c'est-à-dire la production de mucus. Je ne vais pas rentrer dans le détail rébarbatif du fonctionnement des glandes exocrines et me contenter de vous les lister. On y retrouve les glandes sudoripares, qui produisent la sueur, les glandes sébacées, pour le sébum, la peau grasse, les glandes lacrymales, avec les larmes, les glandes mammaires, pour le lait, les glandes salivaires, pour la salive, le foie, avec la bile, l'estomac, avec les sucs gastriques, le pancréas, comme nous l'avons vu précédemment, avec amylase, lipase, etc., qui constituent les sucs pancréatiques, et enfin, les glandes composées de cellules muqueuses, qui permettent de produire du mucus, qui sert à protéger ou à lubrifier, comme dans l'estomac, l'œsophage ou encore les sécrétions vaginales. Voilà concernant les glandes exocrines. Maintenant, passons aux glandes endocrines, qui produisent des hormones directement déversées dans notre sang, qui sont des messagers chimiques capables d'agir à distance sur des récepteurs spécifiques. Je répète, les hormones sont directement déversées dans le sang, elles agissent comme des messagers chimiques capables d'agir à distance sur des récepteurs spécifiques. Ces récepteurs sont soit situés sur la membrane plasmique des cellules, pour les cellules peptidiques hydrophiles, soit situés dans les cellules pour les hormones thyroïdiennes et stéroïdiennes, qui sont hydrophobes et peuvent traverser la membrane plasmique des cellules, qui, je le rappelle, est constituée de phospholipides, donc de gras. Une hormone stéroïdienne étant de forme lipidique, à l'inverse des hormones peptidiques, comme l'insuline, qui ont besoin de récepteurs membranaires pour rentrer dans la cellule. Avant de vous lister l'ensemble des glandes endocrines qui nous constituent et leurs produits de sécrétion, vous devez savoir que la majeure partie de notre système hormonal est directement gérée par notre système nerveux. Je vous ferai prochainement un épisode sur le système nerveux. À la base de notre cerveau, nous avons une zone qui se nomme hypothalamus. L'hypothalamus fait la jonction entre le système nerveux et le système endocrinien. Dans le prolongement de l'hypothalamus, nous retrouvons une glande d'une importance capitale nommée hypophyse. Cette glande n'est pas plus grosse qu'un pois et doit tout juste peser 0,5 g. Mais malgré sa taille ridicule, elle est capable de déverser pas moins de 9 hormones distinctes qui contrôlent les activités de plusieurs autres glandes endocrines périphériques. Cette hypophyse
se divise en deux parties. Un lobe antérieur, nommé adéno-hypophyse, et un lobe postérieur, appelé neurohypophyse. L'hypothalamus, qui gère la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien, est relié à l'hypophyse par un ensemble de neurones nommé tige pituitaire. Et cet ensemble se nomme le système hypothalamo-hypophysaire. Une fois que vous avez compris ça, le plus dur est fait. Pour faire simple et concis, l'hypothalamus fait la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien, via une tige pituitaire reliée à l'hypophyse, qui est une toute petite glande capable de produire 9 hormones différentes qui servent en partie à activer d'autres glandes endocrines périphériques comme les surrénales, thyroïdiennes, mammaires, ovaires ou testicules, qui à leur tour vont produire des hormones. Je vais désormais vous lister l'ensemble des glandes endocrines que nous possédons avec les hormones qu'elles produisent et les principales actions de ces hormones. On commence avec la neurohypophyse, qui est le prolongement de l'hypothalamus, capable de produire de l'ocytosine et de l'ADH. L'ocytosine stimule la contraction utérine lors de l'accouchement et favorise l'éjection du lait par les glandes mammaires. L'ADH, diminutif d'hormones antidiurétiques, permet deux choses. Premièrement, elle réduit le volume d'urine contenu dans la vessie pour réhydrater le corps. C'est d'ailleurs en partie elle qui colore les urines et c'est la raison pour laquelle, quand on vous dit que vous avez les urines foncées, c'est que vous n'avez pas bu assez d'eau, ça signifie que vous avez eu besoin de cette hormone pour combler le déficit. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à écouter mon premier épisode sur l'hydratation. Deuxièmement, l'ADH permet la constriction des artérioles lors d'une hémorragie. Contrairement à ce que laissent penser certains films de Quentin Tarantino, si on vous coupe net un membre, vous n'allez pas vous vider immédiatement de votre sang. Parce que votre corps va resserrer les vaisseaux sanguins qui acheminent le sang dans cette zone, ce qu'on appelle la vasoconstriction, permise par l'hormone antidiurétique. Voilà pour la neurohypophyse qui permet de produire ocytosine et ADH. Passons maintenant à l'adénohypophyse qui permet de produire 7 hormones. La GH, qui est l'hormone de croissance, l'ACTH, qui sont des corticostimulines, la TSH, pour thyréostimuline, la prolactine, la mélanostimuline, la FSH, qui désigne l'hormone folliculostimulante, et enfin la LH, pour hormone lutéinisante. La GH, growth hormone, ou hormone de croissance en français, sert principalement à la croissance cellulaire, à l'anabolisme protéique et à l'hyperglycémie, c'est-à-dire récupérer le sucre dans nos cellules pour le ramener dans le sang. Les corticostimulines, ou ACTH, ciblent principalement les glandes corticosurrénales pour stimuler la sécrétion de cortisol et d'androgène. Je vais y revenir. La thyréostimuline, ou TSH, cible principalement les glandes thyroïdes pour stimuler la sécrétion des hormones T3 et T4. La prolactine cible les glandes mammaires pour stimuler la sécrétion du lait après l'accouchement. La mélanostimuline agit sur la dispersion des glandes de mélanine dans les mélanocytes. La mélanine étant un pigment biologique qui colore entre autres la peau, les cheveux et les yeux. L'hormone folliculostimulante, ou FSH, amorce le développement de l'ovule dans les ovaires et la production de spermatozoïdes via les testicules. Et enfin, l'hormone lutéinisante, ou LH, permet l'ovulation pour les ovaires et stimule le développement des testicules et la sécrétion de testostérone. Voilà pour les 7 hormones produites par l'adénohypophyse. Passons maintenant à toutes les glandes endocrines périphériques. Et on commence avec le pancréas qui produit l'insuline et le glucagon. L'insuline est une hormone peptidique, dite hypoglycémiante, parce qu'elle accélère le transport et le stockage du sucre dans nos cellules, on parle de glycogénèse. Quand le sucre diminue dans le sang,
mais augmente dans les cellules. À l'inverse, le glucagon est une hormone dite hyperglycémiante parce qu'elle accélère la transformation et le transport du sucre hors des cellules hépatiques, nommée glycogénolyse. On a fait le tour concernant la partie endocrine du pancréas avec l'insuline et le glucagon. Maintenant, on passe aux glandes surrénales, qui se divisent en deux parties, les corticosurrénales et les médulosurrénales. Les glandes corticosurrénales sécrètent l'aldostérone et la désoxycorticostérone, que l'on peut regrouper dans les minéralocorticoïdes. Des œstrogènes et la déshydroépiandrostérone, que l'on regroupe sous le terme d'androgène. Et le cortisol. Les minéralocorticoïdes vont permettre d'augmenter le volume sanguin et la concentration en sodium, et à l'inverse, elles baissent le taux de potassium sanguin. Le cortisol est hyperglycémiant, comme la GH et le glucagon. Il modifie l'activité cérébrale, augmente la force de contraction cardiaque, la production gastrique et l'excrétion d'urée. Vous avez très probablement déjà vu, dans la réalité ou dans un film, quelqu'un en situation de peur extrême se pisser dessus. C'est en partie dû à une grande sécrétion de cortisol. Et concernant les androgènes surrénaliens, je reviendrai dessus en vous parlant des hormones sexuelles. Voilà concernant les glandes cortico-surrénales. Maintenant, on va parler des glandes médulo-surrénales qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline que l'on regroupe sous le terme de catécholamines. Ces catécholamines, qui sont en quelque sorte les hormones de la survie face à un danger, vont permettre d'augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque, en plus d'être hyperglycémiantes, donc d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Voilà pour l'adrénaline et la noradrénaline produites par les glandes médulo-surrénales. Je passe maintenant aux parathyroïdes qui sécrètent la parathormone, appelée PTH, agissant principalement sur le tube digestif, les os et les reins. La parathormone augmente l'absorption du calcium et du magnésium tout en diminuant le taux de potassium sanguin. Elle augmente aussi le nombre d'ostéoclastes, qui sont des cellules participant au renouvellement du tissu osseux. Passons désormais aux glandes thyroïdiennes qui produisent la triiodothyronine, nommée T3, la thyroxine, ou T4, et la calcitonine. La T3 et la T4 sont des hormones dérivées de la liaison entre un acide aminé, nommé tyrosine, plus 3 ou 4 atomes d'iode. La T4 étant une prohormone inactive, convertie en T3, l'hormone active, qui va permettre une élévation du métabolisme, c'est-à-dire une augmentation de la consommation d'oxygène, ainsi qu'une stimulation de la croissance et de la maturation des os et du cerveau. Quant à la calcitonine, elle abaisse le taux de calcium sanguin en accélérant son absorption dans les tissus osseux. Voilà concernant les hormones thyroïdiennes. Je vais finir cet épisode par les hormones produites par les gonades. On y retrouve d'un côté les hormones dites féminines, produites par les ovaires, et les hormones dites masculines, produites par les testicules. Les ovaires produisent la majeure partie des œstrogènes et de la progestérone, permettant le développement des caractères sexuels secondaires chez la femme, ainsi que la régulation du cycle menstruel. De la relaxine, qui permet le relâchement de la symphyse pubienne et favorise la dilatation du col lors de l'accouchement. Et l'inhibine, agissant sur l'hypophyse, dans le but d'inhiber la sécrétion de FSH, amenant la fin du cycle menstruel chez la femme, et à l'inverse, chez l'homme, cette inhibine permettra de réguler la production de spermatozoïdes. Et pour finir, nous avons les testicules, qui permettent de produire la majeure partie de la testostérone, amenant l'apparition des caractères sexuels secondaires et la descente des testicules avant la naissance chez l'homme, et de nombreuses réactions métaboliques, principalement anabolisantes, que je ne vais pas détailler dans cet épisode, mais qui expliquent pourquoi elle est couramment utilisée sous forme synthétique dans le dopage sportif. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je suis resté volontairement le plus concis possible, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre,
parce qu'on pourrait faire un épisode à part entière sur chacune de ces glandes, mais il ne s'agit pas d'un cours exhaustif sur le système endocrinien. Dans tous les cas, j'espère que j'ai pu vous permettre d'y voir plus clair sur le sujet, ou de dépoussiérer d'anciennes connaissances. Si tel est le cas, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Now Minute, ça vous prend 2 secondes et ça m'aide énormément pour le référencement. Vous pouvez aussi partager cet épisode à tous les passionnés qui vous entourent, c'est de la connaissance gratuite. Et bien sûr, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me contacter directement via mon site kevin-dumont.com. Et enfin, si vous souhaitez me payer un petit café en échange de contenu supplémentaire, vous pouvez me faire un don sur la plateforme Patreon. Le lien est dans la description et je vous rappelle que ce sont ces petits gestes qui permettront à ce podcast de perdurer. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains épisodes.